Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une nouvelle émission de News Assurance Pro en partenariat avec Cegedim Insurance Solutions. Nous allons parler aujourd'hui de nouvelles technologies, d'innovation et d'open insurance. À tout de suite. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Brottier, président d'Aesio, et Philippe Simon, président de Cegedim Insurance Solutions. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais souhaité vous demander comment vous avez vécu ces derniers mois dans vos structures respectives. On vient de traverser une crise sans précédent. Comment vous avez vécu ça chez Aesio, par exemple ? C'est vrai que c'était une séquence vraiment singulière, d'une part parce que je pense que ça a mis à l'épreuve nos organisations dans des conditions qu'on n'avait jamais éprouvées jusqu'alors, pour continuer de faire notre métier, d'être au contact de nos adhérents et de continuer de leur apporter des réponses au mieux de nos possibilités. Et donc en imaginant d'autres conditions de travail que peut-être du coup on va projeter autrement dans nos configurations ordinaires, puisque la crise n'est pas finie et qu'on sait qu'on aura peut-être à vivre avec pour longtemps. Et nous, c'était doublement singulier parce qu'on était dans une séquence d'aboutissement aussi en termes de gouvernance importante, à la fois pour notre projet de fusion et le projet de création de groupe avec la Massif. Et on a maintenu notre agenda jusqu'au mois de juin, mais donc là aussi, des conditions singulières d'Assemblée générale dématérialisée. Tout s'est très bien passé, in fine, mais du coup, c'est vrai que ça a été singulier et qu'on s'en rappellera doublement. D'abord parce que c'est une étape historique pour nous et ensuite parce que c'est un contexte qui est hors norme. Et pour vous, chez Cegedim ? Écoutez, comme Patrick, j'aurais envie de dire que c'était une période très particulière, mais aussi riche d'enseignements. On en a tiré beaucoup d'enseignements sur la capacité de mobilisation de l'entreprise, sur sa capacité d'adaptation également. Beaucoup de fierté en ce qui me concerne parce qu'on a su mettre très rapidement nos collaborateurs à l'abri et donc on a été assez peu affectés par la pandémie. Et puis aussi fierté parce qu'on a su maintenir le service auprès de nos clients et je sais que c'est important pour eux et c'est important pour nous aussi d'avoir réussi à faire ça et d'être avec eux dans ces difficultés présents pendant la crise. Nous allons parler aujourd'hui des nouvelles technologies. Alors, Patrick Brottier, vous venez de fusionner les mutuelles d'Aesio pour créer Aesio Mutuelle. Et OVMCD, Adrea et Apreva étaient trois maisons avec trois cultures différentes et des systèmes d'information différents. Où en êtes-vous dans l'intégration des systèmes d'information des trois maisons ? Alors, on projette la construction d'un nouveau système d'information avec l'ambition d'avoir le meilleur niveau d'efficience, de sécurité, de capacité industrielle, et l'informatique est un élément déterminant dans toutes ces modalités pour nous. On sait bien qu'on rentre dans un monde aussi où l'interopérabilité sera un élément majeur. Donc, notre projection, c'est de construire un système d'information dans un horizon de 4 à 5 années, donc avec un investissement qui va être fort là-dessus, avec également bien sûr des partenaires de référence pour nous aider à le construire sur un certain nombre de modalités, et notamment sur la partie gestion collective et individuelle. Mais c'est un premier défi. On a loti le projet pour pouvoir l'engager dans les meilleurs délais. Et notamment, on va commencer par le volet gestion de la relation client, qui va être un élément fondateur parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'ambition de transformation en la matière pour nous-mêmes et dans les capacités qu'on peut générer aussi avec des tiers. Et donc, on s'est mis sur orbite pour créer finalement cet environnement et le faire non pas dans une articulation des systèmes existants, mais dans une projection d'un système qui sera nouveau et donc à construire. Philippe Simon, dans tout projet de transformation, de fusion, des choix s'imposent. Comment créer des économies d'échelle ? Alors effectivement, des choix s'imposent, puisqu'il faut savoir qu'il y a aujourd'hui à peu près une vingtaine de systèmes de gestion différents qui coexistent chez les assureurs en maladie complémentaire en général. Alors Patrick l'a expliqué, une fusion c'est un projet d'entreprise au service d'une vision, et le système d'information, on parle souvent de schéma directeur sur les systèmes d'information, il a généralement des ambitions de rationalisation, des ambitions financières, des ambitions également business, et bien évidemment il devient central, d'abord parce qu'il est souvent fédérateur. C'est un grand projet sur lequel on fait travailler les équipes ensemble. Alors bien sûr, comme vous le disiez, il faut aller chercher des économies d'échelle. On pense souvent à la massification, notamment la massification des achats, donc ce qui génère des discussions justement avec les partenaires pour trouver des nouvelles conditions financières plus attractives. Ça génère aussi des capacités de mutualisation, internes ou externes, toujours autour du système d'information.
Et puis là-dedans, le temps me semble important. Généralement dans ces projets, Patrick l'a évoqué, il a parlé de lotissement, on va chercher des quick wins. Ce qu'on appelle les quick wins, c'est mobiliser les équipes à avoir tout de suite des premiers succès. Et ça, c'est vraiment fédérateur, c'est vraiment important dans les projets de fusion. Puis après, il y a des temps longs, c'est-à-dire que le système d'information, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place et qui ne bouge plus. Il continue de vivre parce que l'entreprise continue d'évoluer sur son marché. Il y a des évolutions diverses, réglementaires notamment. Et on sait que des investissements dans les systèmes d'information, ce n'est pas Patrick qui va dire le contraire, ça coûte cher. Et donc c'est important de pouvoir avoir un système pérenne, mais aussi d'avoir un partenaire pérenne, d'avoir un partenaire sur lequel on peut compter dans le temps, qui investit, et avec qui on partage aussi une vision de l'évolution du marché qui nous entoure. Aesio est aussi engagé dans un processus de rapprochement avec le groupe Massif. Les deux maisons ont une activité en assurance de personnes. Quelles ressources comptez-vous mutualiser dans le cadre de ce rapprochement ? Justement, en amont même de la construction du groupe, on a conçu des quick wins, des capacités à finalement, sur un certain nombre d'enjeux où on identifie un bénéfice de mutualisation possiblement atteignable rapidement, de réaliser ensemble. Le premier enjeu, ça a été sur la prévoyance. On a lancé une co-entreprise en février 2019, donc elle a un peu plus d'1 an. C'est vrai que le contexte de la pandémie est un peu extraordinaire et ne nous permet peut-être pas d'avoir la montée en puissance qu'on eût envisagée, mais on est quand même présent au rendez-vous et on a eu une première capacité concrète de coopération avec un partage de sort. On a aussi mutualisé notre approche au niveau du réseau de soins, de la capacité là aussi, puisqu'on représentait un effectif de personnes protégées plus important, donc on a renégocié finalement les contingences de ce projet et de tout ce qu'on souhaite y voir mis en œuvre, et on l'a fait par anticipation. Et donc, avant même la naissance du groupe, on a mesuré une capacité à travailler ensemble. Après, c'est vrai qu'on va avoir des enjeux, par exemple sur les systèmes d'information, parce qu'eux-mêmes, la Massif, ils ont un projet de transformation de leur système d'information, d'interaction possible avec les acteurs que nous sommes, qui n'interagisseront pas sur les mêmes outils, pour demain permettre une communicabilité et donc une création de valeur et un partage de valeur plus important, plus atteignable. Mais on doit en passer aussi par des séquences de construction propres et concevoir après les moyens d'interagir. Et c'est un beau défi, je trouve, avec le substrat technologique qui va avec, qui est vaste. Justement, une des raisons de ce rapprochement avec le groupe Massif est la diversification de votre offre assurantielle. Est-ce que vous allez enrichir à moyen terme l'offre d'Aesio grâce à ce rapprochement ? Alors oui, d'ailleurs on va commencer de distribuer là aussi dans les toutes prochaines semaines l'offre vie de la Massif, puisque la Massif a une filiale Mutavie qui est très performante. Donc ça, là aussi c'est en avance de phase un premier élément de coopération pour essayer d'apporter des réponses à nos populations. Mais d'une manière générale, on a conçu l'intérêt de pouvoir avoir de la distribution croisée. Et aussi, moi je le dis sans que ce soit forcément une formule, notre projet, c'est un projet de réalité mutualiste augmentée. Pourquoi ? Parce qu'on est deux acteurs avec des configurations qui sont assez abouties, même si la nôtre est plus en gestation que celle de Massif. Mais on identifie ensemble, à la fois sur nos potentiels immédiats, mais aussi sur tous les enjeux technologiques et sociétaux qui sont à l'œuvre, qui vont finalement bousculer nos modèles d'entreprendre et aussi nous amener à proposer des réponses plus riches, au plan assurantiel et au plan des services associés à l'assurance ou pas. Et là, on va avoir une capacité, je pense, plus importante ensemble, tout en étant dépositaires les uns et les autres d'enjeux pour le compte du groupe. Donc, comment on va croiser ces intérêts, comment on va investir peut-être plus significativement, comment on va être plus pertinent, fort de nos expériences respectives. C'est tout l'enjeu finalement de la construction de ce projet. Alors j'aurais envie de vous demander, Philippe, comment aller encore plus loin dans la diversification au-delà de l'offre assurantielle ? On parle beaucoup d'open banking dans le secteur bancaire. Est-ce que ce concept peut s'exporter facilement dans le secteur de l'assurance ? Alors déjà, la diversification, j'ai envie de dire où aller la chercher. Je pense qu'il y a deux axes que Patrick, dans son projet, explore, qui sont que veulent les assurés. C'est intéressant de savoir aujourd'hui que 60% des assurés sont prêts à souscrire des services qui n'ont rien à voir avec la santé auprès de leur mutuelle si elle leur proposait. Donc il y a une appétence de ce côté-là. Et puis un autre axe qui est, et là aussi je sais que c'est un des fondamentaux de votre projet, c'est
en quoi notre système de santé est perfectible et en quoi nous, mutuelles, on serait légitimes pour apporter des services dans ces domaines-là. Et on peut notamment penser à la prévention. Je sais que c'est vraiment un sujet de fond pour vous, donc c'est un pont de terrain. Et pour aller sur ces terrains de diversification, je pense qu'il faut ouvrir les systèmes. Il faut se poser une question, et sur laquelle on a déjà eu des discussions avec Patrick, dire qu'est-ce que je sais bien faire et qu'est-ce que d'autres sauraient faire mieux ou plus vite, que je saurais faire mais peut-être pas suffisamment vite, donc que je saurais faire mieux ou plus vite que moi. Et donc il faut, je pense, dans ces axes de diversification, ouvrir les systèmes, ouvrir la capacité à intégrer des offres de partenaires et être capable de les intégrer d'une telle manière que le parcours de l'assuré pour souscrire des services, les utiliser demain, qu'ils soient directement les vôtres ou ceux de vos partenaires, puisse se faire sans fil, sans couture, avec une expérience utilisateur qui soit dans les standards qu'aujourd'hui, par exemple, une plateforme comme Amazon a installée. On a tous un jour utilisé une plateforme comme celle-là. Voilà, il y a une expérience utilisateur qu'on a envie de retrouver aujourd'hui quand on travaille avec sa mutuelle. Et donc en intégrant et en ouvrant le système, il faut que ce soit aussi fluide que ça. Alors l'open insurance ou l'open banking, puisque vous avez cité l'open banking, c'est pas un concept, c'est une réalité. C'est quelque chose qui s'est imposé aux banquiers il y a quelques années et qui a été imposé sur le plan réglementaire avec la DSP2, donc une nouvelle norme de paiement, et qui a imposé aux banquiers d'ouvrir leur système. Donc, étant obligés de le faire, ils l'ont fait, et ça a permis à des tiers d'accéder aux données des utilisateurs des banques pour pouvoir promouvoir de nouveaux services. Alors, on peut voir ça comme une contrainte, mais à l'époque, un certain nombre d'établissements financiers en profitaient pour développer des nouveaux services. On a peut-être les uns les autres utilisé des agrégateurs de comptes, par exemple. Les agrégateurs de comptes, ça n'existait pas avant. Et ça a ouvert des nouvelles perspectives de services, cette DSP2 et l'open banking. L'open insurance, c'est un peu la même chose. C'est peut-être plus large, ce n'est pas que technologique, c'est le concept de partager avec des tiers, et dans les deux sens, une offre, des infrastructures ou des données. Et derrière ça, aller chercher un enrichissement de sa propre offre au service de ses propres adhérents. Patrick, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire, l'Open Insurance? Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait bénéficier à un groupe comme Aesio? Oui, parce que forcément, on ne sera pas capable de tout produire nous-mêmes. On va essayer d'être acteur et de concevoir des éléments qui peuvent apporter des réponses qui n'existent pas aujourd'hui. Mais on a vu qu'un des marqueurs du système français, c'était les limites aussi de l'interopérabilité, de la communicabilité. On l'a vu dans le système de santé, par exemple. On l'a vu aussi peut-être dans les capacités de réponse à construire demain, par exemple sur l'enjeu de la société de la longévité, du maintien de l'autonomie, où nous-mêmes, on a par exemple construit un certain nombre de projets avec des partenaires à Saint-Étienne, par exemple avec l'école des mines de Saint-Étienne et avec la Cité du Design, en fait pour partir de l'objectivation du besoin du résident et demain construire des solutions qui iront jusqu'au domicile de la personne pour lui permettre d'être en capacité de conserver son capital autonomie le plus longtemps possible. Si on veut vraiment proposer des solutions comme celle-ci, évidemment, il faudra associer des capacités qui ne sont pas seulement les nôtres. Et du coup, c'est un environnement plus exigeant, plus riche, qui pose des questions de sécurité, qu'on doit inscrire dans un cadre éthique, mais dans lequel on a, je pense, une légitimité, un rôle à jouer avec les populations larges auxquelles on s'adresse aujourd'hui. Justement, le concept est séduisant, mais est-ce que les assureurs sont prêts à ouvrir leurs données et à se connecter à d'autres services? Alors, peut-être faire sauter Patrick, mais moi je trouve que pour l'instant, je les trouve plutôt excessivement prudents sur ce sujet-là, à la fois conscients que c'est un espèce de nouvel or noir, c'est vraiment, il y a une richesse à tirer de là, mais aussi, pour l'instant assez peu proactifs dans la capacité à partager ces données. Pourtant, quand on interroge les assurés, plus de 80% d'entre eux disent qu'ils sont prêts à ce qu'on utilise leurs données personnelles à partir du moment où on est capable de leur montrer la valeur qu'on va leur fournir avec l'usage de ces données, et aussi à partir du moment où ça se fait dans un environnement encadré et éthique, comme tu l'as dit, Patrick. Et je crois que les mutuelles sont particulièrement légitimes pour être justement capables de démontrer cet environnement éthique avec lequel elles peuvent utiliser les données. Et à partir du moment où elles sont dans ce cadre-là, à partir du moment où elles entraînent leurs partenaires et leurs fournisseurs dans ce même cadre, vraiment cadré et éthique, je pense qu'elles auraient tort de ne pas aller plus vite dans la capacité d'analyse de leurs données, dans la capacité à croiser ces données aussi avec des bases de données qui existent sur le marché, qu'elles soient ouvertes ou propriétaires comme les nôtres,
mais pour en tirer des bénéfices et de la valeur pour leurs adhérents, en étant capable, en les connaissant mieux, de leur proposer des offres encore plus pertinentes et au meilleur moment. Alors Patrick, on dit que vous êtes frileux, les mutuelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Oui et non. Oui, parce que je pense qu'il y a un certain vertige qui peut guetter les acteurs, et donc y compris nous, parce qu'on sait qu'on est aussi scruté et qu'on est dans un monde de grande défiance. On est dans un pays, on l'a vu avec Stop Covid, hein, où on a été un des seuls pays à utiliser une application centralisée. On a vu que la défiance envers l'État était forte, puisqu'elle a été malheureusement peu utilisée. Et d'ailleurs, elle est du coup peu interopérable ou pas interopérable avec les autres qui ne sont pas conçus sur un système centralisé. Donc cette défiance, elle existe. Et la légitimité, ça ne se décrète pas, mais c'est vrai les populations qu'on protège ont quand même confiance en nous pour apporter des solutions. Et finalement, c'est la qualité des solutions qui, demain, légitimera les dispositifs in fine. Par contre, si on ne donne pas un certain nombre d'éléments de rassurance, à la fois à la puissance publique, aux populations auxquelles on s'adresse, et y compris peut-être en les impliquant. Et nous, le modèle mutualiste, c'est quoi ? C'est des communautés d'engagement, c'est des gens qui sont impliqués et qui, du coup, sont les premiers bien placés, finalement, pour voir ce qu'on fait, dans quelles conditions on le fait, dans quelles conditions on propose. Si on ne le fait pas dans ces conditions-là, oui, ça sera peut-être compliqué de le faire dans notre pays et de le faire sans une défiance forte et, du coup, sans les résultats auxquels on pourrait prétendre si on a une implication plus forte de la population qu'on adresse. Est-ce que vous avez déjà mené des réflexions autour des données au sein d'Aesio et qu'est-ce que vous vous autorisez à faire avec les données ? Alors d'abord, on est en train de mettre en place une direction stratégique de la donnée qui est en train de se structurer, de se renforcer chez nous. Évidemment, c'est une question qui est fondamentale à la genèse même du projet de système d'information et finalement de ce qu'on conçoit. La difficulté, c'est que c'est vrai que c'est compliqué d'objectiver de manière très claire ce qu'on est capable de promettre après-demain, aujourd'hui. Moi, je peux dire que deux choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, finalement, dont on ne soupçonnerait pas, qui viennent s'adresser à nous, qui ont envie de travailler avec nous, parce que peut-être ils identifient des capacités qui finalement seraient inédites, qui pourraient être implémentables dans un pays comme le nôtre et qui pourraient créer une vraie valeur. C'est la première chose qui me paraît importante. La deuxième, c'est qu'on est vraiment rentré, je pense que Philippe le mesure encore plus que nous, dans un monde où la personnalisation de la prévention, de l'accompagnement et possiblement même du soin, dans certaines conditions, va être un élément majeur qui va transcender du coup les systèmes domestiques tels qu'ils existent et finalement chaque pays avait son système avec ses modalités d'accès aux soins. Je pense que ça va vraiment transcender les systèmes et du coup on a un rôle d'interface à jouer pour être quelque part dans une capacité riche d'accompagner, en les rendant acteurs, les personnes qui nous font confiance pour leur permettre de s'équiper dans les meilleures conditions et de bénéficier de cette personnalisation, mais dans un cadre mutualisé pour le rendre soutenable économiquement. Certains acteurs investissent beaucoup aussi dans l'offre de services. Et, quelle est la place des services pour un groupe comme Aesio ? Alors elle est déjà très importante dans tout ce qui est service associé à la santé, à la prévoyance, à l'assistance aujourd'hui, avec aussi des services, on a créé des palettes de services parfois qui étaient éloignées de notre, on va dire spontanément, de ce qu'on aurait pu imaginer, voire proposer par une mutuelle, par exemple autour de la CV Box, de l'accès à un système de CV par compétences, notamment à destination des PME, et pour permettre à un certain nombre de nos concitoyens, nos adhérents, de pouvoir avoir des évolutions de carrière ou d'accéder à un emploi en lien avec des offres disponibles dans beaucoup d'entreprises en France. On a aussi, on a beaucoup joué sur des logiques de communauté, mais pas au sens en les fracturant, en projetant des solutions en adéquation avec des aspirations qui sont objectivement portées par des gens qui s'impliquent et qui ont envie de trouver des réponses. Et nous, on a essayé d'interagir avec les communautés des sourds, avec les parents d'étudiants, avec les étudiants eux-mêmes, etc., en essayant de leur proposer des éléments de parcours et de partage qu'ils n'auraient peut-être pas trouvé spontanément et en leur proposant aussi de s'y associer, en tout cas dans les capacités de production. Je pense que ça préfigure des éléments qu'on va faire avec un bénéfice d'usage ou un bénéfice de sécurité ou un bénéfice de santé personnalisé beaucoup plus fort dans les années qui viennent. Et c'est là-dessus qu'on va se mobiliser à partir de maintenant très fortement. Pas seul, on a plein de projets en cours, certains qui sont un peu top secret et puis d'autres qui seront un peu plus à ciel ouvert. D'accord.
Tout à l'heure, Philippe a parlé beaucoup d'investissement. Vous aussi, vous avez parlé d'investissement. Est-ce qu'on peut savoir quel est le montant des investissements en IT qui sont prévus dans la feuille de route d'Aesio pour les prochaines années? Oui, alors oui, c'est un investissement très important. C'est entre 50 et 70 millions hors charge interne. Donc c'est un investissement qui est très lourd, mais qui est nécessaire et qui fait partie vraiment qui est au fondement même de nos enjeux de transformation et de la vision entrepreneuriale qu'on portera. On n'est pas sûr de tout ce qu'on va faire, mais on est sûr que si on n'a pas ce substrat, on ne sera pas en capacité de le faire. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder, et dans une interopérabilité qui sera forte. C'est-à-dire dans une capacité, finalement, ce n'est pas l'interopérabilité entre 3 mutuelles qui en font une, ou entre la Massif et Aesio, c'est l'interopérabilité entre nous et des acteurs qui vont nous permettre de créer de la valeur dans des capacités de production qu'on n'avait pas jusqu'alors. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a beaucoup parlé d'avenir, on a parlé du futur. Pour terminer cette émission sur les nouvelles technologies, j'aimerais bien vous demander comment vous imaginez l'avenir de l'assurance santé dans une dizaine d'années. À tous les deux, peut-être Patrick d'abord. Moi, mon rêve déjà, c'est que je suis frappé de notre faible capacité à mettre le patient, l'usager, au cœur de ce qu'on produit pour lui. Il faut qu'on produise avec lui. C'est quand même un peu dans notre ADN, mais c'est vrai que ce n'est pas suffisamment dans notre culture. Nous, on vient de faire une étude avec l'Institut Sapiens, c'est l'Institut Sapiens qui l'a réalisé, qui montre que le système de français a une capacité curative qui est élevée, mais malheureusement, on sous-investit la prévention et surtout, on ne met pas les patients au cœur du système. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'avec les nouvelles modalités technologiques qui vont irriguer la planète entière, avec du coup les bouleversements sociétaux qui vont découler, tous les bénéfices que ça va créer, ça va nous amener à interagir de manière beaucoup plus riche avec les populations qui nous font confiance, dans une relation qui sera à la fois de l'ordre d'une communauté dans son ensemble, mais aussi avec beaucoup de ressorts beaucoup plus individualisés qu'auparavant. Et je pense que c'est un facteur clé de succès pour les systèmes de santé dans le monde entier, et notamment en France. Philippe Simon, votre vision d'avenir sur l'assurance santé? Alors, c'est vrai que pour parler d'avenir, et Patrick l'a évoqué, c'est intéressant de regarder la photo de départ aujourd'hui. Et assez schématiquement, le système d'assurance santé en France, il repose sur un espèce d'organisme pivot, mais au milieu, là, le régime général, et avec les acteurs complémentaires autour, on va dire, ou en complément de par leur nom. Et assez souvent, on a tendance à les opposer. Et on a même tendance, de temps en temps, à caricaturer ce que pourrait être un système dans lequel l'État-providence serait capable demain, tout seul, d'assurer le financement et une couverture de meilleure qualité de l'ensemble. Donc Patrick a évoqué une étude. Moi, je trouve qu'il serait intéressant de parler un petit peu plus de ce qui se passe autour de nos frontières et de regarder effectivement des expériences que vivent certains de nos voisins et proches, certains en Europe, en Espagne ou aux portes de l'Europe, en Angleterre, de ce que procure un système étatique et surtout à l'aune d'une crise comme celle que l'on vient de vivre. Donc je pense que ça serait déjà un premier point de départ. Après, est-ce que je pense que ça sera différent demain ? Je pense que ça sera forcément différent demain, pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'on est en train de vivre une vague d'accélération du numérique sans précédent. On peut le voir avec différents facteurs. Un facteur sur, par exemple, l'innovation. En 3 ans, on a vu se créer plus de 180 InsurTech, donc des petites structures porteuses d'une idée, d'une innovation, qui ne sont pas toutes dans l'assurance santé, mais qui sont néanmoins dans l'assurance. Un autre vecteur qui me paraît aussi intéressant, c'est les programmes publics en ce moment, avec notamment le programme Ma Santé 2022, où l'État dresse, si j'ose dire, un cadre, des règles du jeu, mais dit aux acteurs privés, emparez-vous de la production de valeur. Emparez-vous de la production de valeur, donc c'est quand même un message que je trouve intéressant. Autre chose intéressante, c'est également la notion d'espace numérique de santé. Donc on voit se dessiner quand même un futur dans lequel, et Patrick l'a évoqué, le citoyen doit être beaucoup plus acteur de la gestion de ses propres données et dire avec qui je veux échanger et autoriser l'accès à mes données. Et donc tout ça me fait dire, voilà, cette vague numérique qui est porteuse, la crise que l'on est en train de vivre a remis la santé au cœur, hein, et on s'est quand même tous rendu compte que, in fine, la santé, c'était la valeur la plus importante qu'on avait à partager et à préserver. Et donc tout ça me fait dire, pour moi, les acteurs complémentaires et les mutualistes en particulier ont un atout extraordinaire pour se faire une place à encore plus grande valeur ajoutée. Donc je ne suis même pas dans la logique de préserver leur place actuelle. Ils ont, à mon avis, tous les atouts pour construire une place à plus grande valeur ajoutée en conjuguant
une proximité humaine, je pense, qu'elles ont, donc une écoute particulière, et puis cet apport des technologies qui leur permettra demain, et je rejoins Patrick sur cette analyse, d'aller sur des terrains qui sont peut-être aujourd'hui un petit peu loin de l'assurance, mais qui vont peut-être aller sur le terrain du soin, de la prévention, tu l'as dit également, mais du soin. Et moi, j'aimerais notamment qu'elle s'intéresse beaucoup plus au grand âge, parce que je pense que ce sujet, on l'a encore devant nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Patrick Brottier et Philippe Simon, d'avoir partagé votre vision sur l'avenir de l'assurance santé. Cette émission est terminée. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Tech sur News Assurance Pro.